Ok, mesdames et messieurs, bonjour. L'objet de la présentation ici, c'est de vous sensibiliser à l'amiante dans les bâtiments. Alors, je ne vais pas faire un cours dans le détail, c'est surtout pour vous montrer les grandes familles d'applications, donc les matériaux qu'on est susceptible de rencontrer dans les habitations et dans les immeubles en général. Alors bien sûr, il y aura un léger rappel sur qu'est-ce que l'amiante, les risques, et puis on aborde le gros chapitre au niveau des différentes applications. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'amiante, c'est une roche minérale naturelle, donc c'est extrait dans des mines, c'est toujours en exploitation dans certains pays, car la réglementation est différente hors Europe, et même en Russie, il y a toujours des exploitations qui sont en cours. Donc ce sont des silicates fibreux. Il y a deux grandes familles, les amphiboles et les serpentines. Donc les amphiboles, ce sont des fibres droites. On voit ici que c'est une représentation au niveau du microscope électronique. Donc on a ici l'échelle 50 microns, ici on est sur du 200 microns. Mais donc c'est ce qui fait la dangerosité de l'amiante, ce sont la taille des fibres. Donc comme je disais, les serpentines, c'est le chrysotile, l'amiante blanc, les amphiboles, crocydolite, l'amiante bleu, amosite, l'amiante brun. Et puis il y a ce que moi j'appelle les exotiques, c'est-à-dire anthophylite, actinolite, trémolite. Ce qu'on va retrouver dans toutes les applications au niveau des bâtiments, c'est essentiellement le chrysotile, l'amiante blanc, classiquement dans les éternites, la famille des fibres au ciment, crocydolite également et amosite. Plutôt retrouver cela dans les calorifuges au niveau des conduites de chauffage. Donc ici vous voyez un tableau récap au niveau des différentes sortes d'amiante. À titre informatif, la longueur maximum des fibres, le diamètre des fibrilles. Donc ça, ce sont vraiment les toutes petites fibres qui vont rentrer au niveau des alvéoles pulmonaires et les éléments minéraux associés au silicate. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de la taille des fibres d'amiante, donc vous avez ici des fibres de chrysotile, vous avez ici les fameuses fibres minérales artificielles, donc ça ce sont les fibres de remplacement, hein, les fibres qui remplacent l'amiante au niveau des familles de matériaux. Et ici, alors, à titre informatif, la taille, le diamètre d'un cheveu. Donc on voit vraiment que l'amiante c'est extrêmement fin, extrêmement petit, et c'est, je le répète, c'est ça qui crée sa dangerosité puisque c'est inerte chimiquement. Le seul dommage, c'est le fait de pouvoir les respirer et qu'elles viennent se loger profondément au niveau des poumons. Alors, c'était ou c'est toujours un matériau presque parfait. Pourquoi? Parce qu'il est résistant à l'abrasion, résistant à la chaleur, résistant aux acides et aux bases. Donc là, les applications utilisées dans le passé étaient très très grandes. C'est imputrescible, c'est pour ça qu'on en retrouve ou on en retrouvait dans certaines grandes surfaces pour éviter la condensation. Et surtout, c'est un matériau qui était peu coûteux. Tout cette caractéristique-là, on fait en sorte que l'usage s'est multiplié au cours du temps jusque les premières interdictions. Donc quelques mots sur les risques. Risques par inhalation, hein, essentiellement. Donc les fibrilles viennent pénétrer profondément dans les alvéoles pulmonaires et causer différentes maladies comme le mésothéliome ou la fibrose. À titre informatif, par le passé, dans les années 50-60, il y avait des filtres à cigarettes qui étaient en amiante. Donc je dirais quelque part on multipliait les risques d'exposition. Dans les maladies non cancéreuses, on a l'asbestose. C'est une fibrose due à l'amiante. C'est essentiellement la même chose que la silicose des mineurs. Donc une accumulation de particules, de fibres dans les poumons qui font qu'on a une perte de la capacité respiratoire. Alors ceci, ce n'est pas non plus pour vous faire peur, ce n'est pas parce qu'on est exposé une fois, enfin tout le monde a été exposé au cours de sa vie aux fibres d'amiante, on n'a pas pu y échapper. Donc ce n'est pas parce que vous êtes exposé une fois que d'office vous allez développer une maladie. Ici, il faut quand même une exposition régulière pour augmenter le risque d'exposition. Mais il n'empêche que dans le cadre de vos métiers ou simplement pouvoir rénover une habitation, vous devez être quand même sensibilisé et au minimum prendre les risques et au minimum prendre les mesures de prévention
qui s'impose. Au niveau des maladies cancéreuses, cancer du poumon, le mésothéliome, donc ça c'est le tissu pulmonaire qui est attaqué par des cellules cancéreuses, donc depuis la cavité pleurale. Mésothéliome, c'est une maladie rapide, donc c'est-à-dire que le pourcentage de guérison est extrêmement faible. Vous avez également le cancer du larynx qui est plus faible. Mais ça, c'est moins fréquent chez les personnes ayant respiré de l'amiante. Mais l'amiante est un facteur d'aggravation par rapport au cancer. Évidemment, si vous cumulez d'autres facteurs à risque tels que le tabagisme, vous avez plus de chances à terme de développer un cancer. Maintenant, vous avez toujours des exceptions. Vous avez des fumeurs qui ne développeront jamais un cancer du poumon et vous avez des personnes qui sont exposées à l'amiante qui ne vont pas développer non plus un cancer à terme. Alors, il y a toujours un risque faible, mais potentiel en cas de contact avec la peau. Il y a quelques études qui démontrent que si vous avez des coupures et que si vous manipulez des matériaux qui contiennent de l'amiante, il y a un risque de mettre dans la circulation certaines fibrilles qui vont voyager dans la circulation et qui risquent d'attaquer d'autres organes que les poumons. Mais encore une fois, le risque est extrêmement faible. Et ici, on voit bien que si vous êtes fumeur et que vous êtes exposé à l'amiante, le facteur à terme est de 50. Vous avez 50 fois plus de chances de développer un cancer du poumon si vous êtes exposé à l'amiante. Mais le facteur principal reste le tabagisme, ce n'est pas l'exposition à l'amiante. À titre informatif, on voit que les travailleurs qui développent des maladies liées à l'amiante, il y a une évolution au cours du temps. Pourquoi? Parce que simplement l'usage des matériaux, ça s'est fait pendant les années 60, 70, 80. Et donc la latence de développement d'une maladie liée à l'amiante, c'est de l'ordre de 20 à 30 ans. Et donc c'est normal que maintenant les cas commencent à augmenter et qu'on en retrouve de plus en plus. Donc comme je disais, le grand usage de l'amiante, c'est vraiment à partir des années 50 jusqu'aux les années 75. Et là, on a un tableau qui reprend un petit peu en tonnes et l'usage, les types de matériaux et comment ça s'est retrouvé dans les habitations. Donc on a l'amiante ciment, ça ce sont les éternites. Revêtement de sol, ça ce sont des vieux vinyles qui peuvent contenir une sous-couche qui contient de l'amiante. Tout ce qui est amiante tissée, donc ça c'est les tissus unifuges qui essentiellement dans l'industrie mais aussi dans les laboratoires, les gants en amiante qu'on avait par le passé, tout ce qui était produit carton, papier, ça c'est essentiellement utilisé en sous-couche. La famille des joints, donc tout ça on verra plus en détail, mais la famille des joints ça peut être des joints de Klingérite, donc la marque Klingérite c'était des joints en amiante. Garniture de friction, c'est les patins de frein au niveau des ascenseurs. Objets moulés, ça c'est la famille aussi des fibres au ciment. Et calorifuge, ça c'est l'isolation de votre boucle de chauffage. Donc ça on le verra plus en détail, mais quand vous avez un tuyau de chauffage qui est isolé avec avec du plâtre et une petite bande de tissu, eh bien vous pouvez vous dire que si l'installation est relativement saine, il y a de fortes chances que dans le plâtre se trouve l'amiante. On voit toujours, les gens pensent toujours que l'amiante c'est la couche fibreuse jaune ou blanche qui est directement autour du tuyau, mais en fait non. Ça c'est de la laine de verre ou de la laine de roche. L'amiante a été utilisée pour lier le plâtre. Et la couche de plâtre est plus ou moins épaisse selon l'installateur. Voilà, on va attaquer maintenant les familles de matériaux. Donc les matériaux de friction, les patins de frein. Au niveau des ascenseurs, donc si vous avez un ascenseur qui est maintenu régulièrement, normalement vous allez retrouver dessus une petite carte verte qui dit bien que le patin de frein est exempt d'amiante. S'il n'y a pas, ça veut dire, et si l'installation est ancienne, alors vous pouvez raisonnablement penser que le patin contient toujours de l'amiante. Après, le patin de frein, ce n'est pas un élément qui s'use très vite au niveau des ascenseurs. Si vous avez des ascenseurs à variation continue, là, le patin de frein va s'user beaucoup plus vite. Si vous avez à simple vitesse,
Là, on ne le change vraiment pas souvent. Donc il y a encore des fortes chances que vous ayez un patin qui contienne de l'amiante. La grande famille des isolations et résistance au feu. Donc ceux-ci, ce sont des panneaux de revêtement à l'intérieur, des panneaux de type Pical, c'est de l'amiante friable. Des panneaux de sous-toiture, c'est des menuiseries. Et vous avez également tous les vieux par vapeur, donc ça on retombe dans la famille des cartonnés, où là vous allez retrouver des sous-couches qui peuvent contenir, enfin qui contiennent de l'amiante ici en l'occurrence. Les flocages, donc ça c'est typiquement ce qui était utilisé dans les tours. Le plus bel exemple, c'est le Berlaymont. Hein. Le Berlaymont, toute la structure était floquée. C'est une application qu'on trouve maintenant assez rarement au niveau des bâtiments publics. Pourquoi? Parce que ça a vraiment fait l'objet de grosses campagnes de désamiantage par le passé. Il n'est pas impossible d'encore en retrouver, mais maintenant c'est devenu relativement rare. C'est l'application qui est la plus dangereuse. Pourquoi? Ça se voit clairement sur les photos ici. Le flocage ne tient pas avec le temps. Donc le flocage se désagrège et ça va retomber en flocons et on va en retrouver un petit peu partout. Donc quand vous avez... Alors ici c'est un exemple dans un parking. Vous avez toujours du flocage dans certains parkings, mais bien sûr il a été remplacé par des nouveaux produits qui ne contiennent plus d'amiante. Donc si vous allez dans un parking que vous retrouvez un flocage, ne fouillez pas, ce n'est plus a priori, en tout cas normalement ce n'est plus de l'amiante. Mais on le voit bien ici, on voit bien que vous avez le flocage et vous avez des dépôts qui se font au cours du temps. Donc c'est vraiment une application, lorsqu'on retrouve ça dans un bâtiment, la solution c'est le désamiantage. On ne peut pas trouver d'autres solutions comme de l'imprégnation ou de l'encapsulation, ça ne fonctionne pas sur ce type d'application. Dans la famille des amiantes ciment, c'est vraiment la famille qui est la plus large et où vous avez la plus grande gamme de matériaux. Ça va des plaques décoratives au niveau des baignoires. Maintenant, vous allez retrouver ça également dans des cuisines. J'ai déjà vu des cuisines de collectivité où l'ensemble des panneaux étaient des panneaux en fibrociment. Donc ici, on voit la face décorative. Bon, ici, c'est une protection au niveau de la baignoire, hein, mais ça peut être également sur le tour. Dans des écoles, ça peut être au niveau des éviers. Ça peut être également au niveau des panneaux de séparation au niveau des urinoirs, dans des écoles de nouveau. Ça peut être des panneaux décoratifs. Et ceux-ci, quand ils sont en place, si on ne fait pas attention, ça peut passer pour une briquette qui a été placée. Mais non, ce sont des panneaux. Pour vous aider à pouvoir vous dire, là je pense que j'ai des panneaux qui sont en amiante, c'est que l'immense majorité des cas, ce sont des panneaux qui sont vissés. Donc ils ne peuvent pas être cloués parce que le fibrociment, quand vous mettez un clou dedans, il va se fendre. Donc ça, c'est pas possible. Partons, forer dedans et puis mettre une vis de fixation, ça ne pose pas de problème. Donc ici, ce sont des panneaux qui étaient vissés. Alors, évidemment, parfois les vis sont cachées par un petit joint de mastic décoratif et donc là, ce n'est plus directement visible. Derrière la face décorative, vous avez une autre face qui, elle, est non traitée, qui est brute. Et donc, quand on voit cet aspect un peu gaufré, vous pouvez vous dire que vous êtes en présence d'un panneau en fibrociment. Toujours dans la famille des amiantes ciment, vous avez les gaines d'aération. Donc, ce sont... d'une manière générale, quand vous avez un élément en ciment qui est un peu travaillé, je vais dire, voilà, vous avez des surfaces arrondies, ce ne sont pas des arêtes brutes, ben ok, c'est un fibrociment. S'il est ancien, c'est un fibrociment qui contient de l'amiante. Et là, ça, ce sont des trapillons au niveau des cheminées, donc ce qui permet d'éliminer les cendres. Et ici, ce sont des descentes d'eau qui est en fibrociment. Et dans le cas qui nous occupe ici, vous avez bien sûr cet élément qui est en amiante, mais vous pouvez aussi avoir le cimentage qui est utilisé ici pour faire l'étanchéité qui peut également contenir de l'amiante. Dans les autres applications, comme je disais, vous avez les calorifuges. Donc ça, pour autant que vous ayez encore un immeuble de logement
ou une maison unifamiliale qui date des années 60, 70, 80, ben il y a des très très fortes chances que vous allez retrouver ce type de calorifuge sur la boucle de chauffage. Alors, il peut être en bon état comme en mauvais état. Je n'aurai pas le temps ici d'aborder les aspects précaution et désamiantage dans le détail en tout cas, mais d'une manière générale, sachez quand même que ce n'est pas parce que vous avez une application qui contient de l'amiante que vous êtes obligé de désamianter. Non, vous devez avoir un inventaire amiante réglementaire et le mettre à disposition des intervenants dans le bâtiment pour qu'ils soient conscients qu'ils travaillent à proximité d'une application qui contient de l'amiante. Et si jamais il faut vraiment toucher à l'application qui contient de l'amiante, il faut faire appel alors au minimum à une entreprise formée, voire à une entreprise agréée selon le type d'application. Ici, ce sont les cols. Donc, sous un vinyle. Donc, le vinyle ici ne contient pas d'amiante, mais la colle qui a été utilisée, elle contient bien de l'amiante. Alors ça, c'est un vinyle, mais bien souvent, dans des immeubles, vous avez ce qu'on appelle les dalles Florflex, donc des dalles vinyle 20-20, collées avec une colle goudronneuse noire qui a été mise à la taloche. Eh bien, dans cette colle goudronneuse noire, vous avez un pourcentage qui contient de l'amiante. Donc c'est vraiment extrêmement faible. Mais voilà, vous devez savoir que quand vous allez changer, rénover votre revêtement de sol, vous allez avoir une partie de la colle qui va venir avec votre revêtement, donc ça ne devient pas, ce n'est pas un déchet de construction classique, ça devient un déchet dangereux. Si jamais vous voulez traiter le sol, alors vous devez faire ça en zone hermétique. Mais une des solutions la plus simple, c'est de remettre une couche d'égaline sur la couche de colle pour de nouveau l'emprisonner, et puis vous remettez votre nouveau revêtement de sol dessus. Vous ne traitez pas l'amiante est toujours en place dans le bâtiment, mais il n'y a strictement aucun risque. Conduit de cheminée, revêtement de toiture, donc les fausses ardoises en fibrociment, et puis une application qui est relativement récente, pas récente dans le sens qu'elle a été mise récemment dans le bâtiment, mais récente dans le sens où ça fait 4-5 ans qu'on contrôle de manière systématique les plafonnages parce qu'on s'est rendu compte qu'ils en contiennent. Et un plafonnage qui contient de l'amiante, quand il faut commencer à le traiter, ça fait tout de suite énormément de mètres carrés à traiter. Donc c'est une application qui est faite en zone hermétique, on n'a pas le choix. Donc c'est une application qui est très onéreuse en termes de coût de traitement. Mais quand vous faites une rénovation, que vous devez percer des baies, faire tomber des murs parce que vous retombez à l'état brut de l'immeuble, ben voilà, vous n'avez pas le choix. Ça, c'est une intervention via un désamianteur agréé. Toujours dans les autres applications, ben, c'est à titre anecdotique, mais vous avez les supports de compteurs. Donc ça, ce sont dans les vieilles habitations, vous allez très très souvent trouver ceci. Vous avez des mastiques de rejointoiement. Le mastic, c'est aussi une grande famille. Ça peut être le mastic de rejointoiement, ça peut être le mastic de fenêtre, donc le joint au niveau du cadre en bois ou en aluminium et le mastic ici. Dans certains coffres-forts, alors bien sûr, nous, quand nous réalisons des inventaires amiante dans des immeubles, il est clair que je ne peux pas contrôler à l'intérieur d'un coffre-fort. Je ne peux pas vous dire, ok, votre coffre-fort il contient de l'amiante. Ça, je ne peux pas le percer, c'est pas possible. Par contre, on va bien sûr émettre une réserve. On va classer l'application en ce qu'on appelle MSCA, matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Et il faut prendre les précautions comme si c'était de l'amiante, même si je n'ai pas, sauf si j'ai éventuellement la fiche technique et la fiche du constructeur, c'est extrêmement rare. Voilà, je n'ai pas de moyen de savoir si c'est un matériau, si celui-là en tout cas contient de l'amiante ou pas. Ici, ce sont des panneaux de revêtement au niveau des caches radiateurs, donc ce sont de nouveau des panneaux Pical. Un panneau Pical, c'est toujours un panneau qui est blanc avec une face qui est gaufrée. Donc on retrouve l'aspect gaufré que je vous ai dit dans la famille des fibrociments. Ça, même si c'est un panneau, c'est considéré comme de l'amiante friable par l'administration et donc ça doit être traité en zone hermétique. Les roofings de toiture, alors soit c'est une sous-couche, soit c'est le roofing dans la masse.
soit, bien souvent aussi, c'est la colle d'étanchéité qui a été apposée sur les murets, les retours, pour faire l'étanchéité du matériau. Donc là, c'est toujours un petit peu, il faut vraiment contrôler la sous-couche, la masse et la colle qui a été utilisée. Alors bien sûr, nous, quand on fait un inventaire amiante, je ne peux pas de nouveau commencer à faire des ouvertures partout dans votre roofing parce que là, j'ai des ouvertures et vous n'avez plus l'étanchéité de votre toiture. Donc, quand on fait un contrôle visuel, donc avant travaux, on ne va pas toucher à l'étanchéité. Si c'est juste avant travaux et que vous allez changer le revêtement au niveau de la toiture, évidemment, là, on va commencer à faire de l'échantillonnage destructif. Vous avez ici des tablettes de fenêtres. Alors là, je dirais l'imagination est au pouvoir. Ça peut être de toutes les couleurs, ça peut être imitation marbre. Parfois, vous en avez des noirs avec des petites taches, des petites zones blanches à l'intérieur. Mais ce que vous voyez blanc, ce n'est pas un insert décoratif, c'est l'amiante pure. Donc, bien sûr, c'est à ne pas faire, mais si vous prenez un objet pointu et que vous piquez dans la petite tache blanche, et que vous faites un petit mouvement, vous allez voir le fagot éclater, vous allez voir les fibrilles monter. Et donc là, clairement, c'est une tablette qui est en fibrociment. Vous avez toute la famille des allèges de fenêtres, surtout quand, et quasi essentiellement quand vous avez des châssis en aluminium. Bon, ici, ce sont des cloisons intérieures, mais il n'empêche que c'est la même chose. Vous avez les allèges en bas et en haut qui sont des panneaux de type Massal ou Glazal. Donc, ce sont des panneaux sandwich, 2 couches extérieures en fibrociment avec un élément décoratif. Et à l'intérieur, dans le pire des cas, ça peut être une plaque de Pical ou ça peut être de la mousse ou de la frigolite. Vous avez des fusibles qui sont en amiante. Bon, ça, ce sont déjà des gros ampérages, donc c'est dans le milieu industriel. Et en fait, l'amiante, c'est une fine couche, un fin cartonné qui a été placé ici, qui fait l'étanchéité. Les couvre-murs, de nouveau, famille de fibrociment. Et ici, on retrouve un joint d'étanchéité, donc un mastic de rejointoiement. Donc ce n'est pas le mastic au niveau du cadre du châssis, donc au niveau du vitrage, mais c'est vraiment le joint qui a été placé au niveau du resserrage, au niveau de l'étanchéité par rapport au mur. Alors ce type de joint, on les reconnaît quand même assez facilement. Pourquoi? Parce que sur la photo, c'est pas assez visible, mais vous pouvez voir les petites fibrilles blanches qui dépassent au niveau du joint et il garde une certaine souplesse, en tout cas dans sa masse, avec le temps. Joint de chaudière, de nouveau des couvre-murs et tout ce qui concerne joints de conduite, donc les fameux joints en clingérite. Voilà, ici vous avez un tableau récap. Je dirais, si jamais vous avez une habitation où tout se retrouve, pas de chance, votre habitation est quand même bien chargée en amiante. Mais voilà, ici vous avez tous les endroits où vous êtes susceptible de rencontrer de l'amiante. Donc ça va vraiment de la toiture jusque la cave, aux éléments décoratifs. Ici, tout ça, ce sont des décoratifs. Au niveau des salles de bain, donc vous voyez au niveau des inserts, les joints au niveau des poêles. Donc vous voyez vraiment que quand on pense amiante, on pense éternite, donc on pense revêtement de toiture, mais en réalité pas du tout. La famille des matériaux est très très large. Ça, c'est le pourcentage de libération de fibres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment, selon qu'on ait un matériau qui est lié ou non, le pourcentage de libération est complètement différent. On prend l'exemple du flocage. Voilà la concentration de fibres potentiellement libérables par litre d'air. Évidemment, quand on prend un élément qui est déjà ici un amiante ciment, donc un fibrociment, vous voyez que il y a plus de 10 fois moins de fibres qui est libérable dans l'air.
Alors, bien sûr, ça ne se libère pas de manière naturelle, hein. L'amiante ciment ne va pas libérer des fibres, il faut qu'il y ait des contraintes physiques. Mais clairement, comme on voyait dans le passé, commencer à disquer des ardoises en amiante, évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Quelques mots au niveau de la législation. Donc, les premières interdictions, 1998, et l'arrêté royal du 16 mars 2006. Donc, ça, c'est l'arrêté qui oblige à mettre en place les inventaires amiantes, la réalisation des inventaires amiantes et toute la législation du Code du bien-être. Alors, en 2017, tout a été transposé dans le livre 6, titre 3 du Code du bien-être, mais la législation en soi n'a pas évolué. C'est simplement une concentration de tous les textes. Alors, la spécificité de la réglementation sur l'amiante, c'est que vous avez deux cadres législatifs qui fonctionnent en parallèle. Vous avez le Code du bien-être, donc ça, c'est une compétence fédérale, donc c'est vraiment la protection des travailleurs. Et puis, vous avez toute la législation sur les déchets, qui est une compétence régionale avec une réglementation qui est spécifique pour chaque région. Et donc ça, c'est un peu toute la complexité, c'est de pouvoir s'y retrouver dans les textes. Et il faut quand même savoir qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... La législation, elle est sur les travailleurs. Il n'y a pas d'obligation à réaliser un inventaire amiante, en tout cas pour l'instant, quand il y a une vente de gré à gré. Donc quand il y a une vente d'un bien, au même titre qu'un certificat PEB ou un contrôle électrique, il n'y a pas d'obligation. Mais il n'empêche que de plus en plus de candidats acquéreurs maintenant font attention à cet aspect-là des choses, parce qu'ils savent bien que ça va générer des coûts dans des rénovations et demandent à faire une évaluation, un inventaire avant la vente. Alors, donc pour une compétence régionale, pour la région de Bruxelles-Capitale, vous avez l'arrêté de 2008 qui demande, c'est spécifique à la région de Bruxelles-Capitale, qui demande à réaliser un inventaire amiante dans les logements, dans les immeubles, avant démolition ou rénovation. Donc pour autant que la surface brute soit de 500 m² et que le premier permis d'urbanisme a été délivré après le 30 septembre 1998. Mais attention, et ça c'est un point important, il faut que cet inventaire soit un inventaire destructif et qu'il soit conforme à l'annexe 1 de l'arrêté. Donc si jamais vous avez déjà un inventaire qui est dit visuel, il ne sera pas jugé conforme, il faut le faire compléter. Pour la région wallonne, c'est un autre arrêté, bien sûr. Là, il n'y a pas de canevas propre aux inventaires amiantes. Il doit juste être conforme à l'arrêté fédéral, cette fois-ci en cas de travaux. Voilà. Dans tous les cas de figure, quand vous faites des travaux, votre inventaire doit être destructif. Il ne doit pas être visuel. Un visuel, on ne va pas assez loin dans les investigations. Ça, c'est la classification. Ça ne sert à rien de rentrer dans le détail. Au niveau des permis, en tout cas en région de Bruxelles-Capitale, le type de permis, et en région wallonne aussi, est fonction de la quantité d'amiante et du type d'amiante. Donc vous voyez ici que selon le travail à réaliser et selon la quantité, on est soit dans un permis de type 1C ou 1B. Donc un permis avec une délivrance, une déclaration, donc des délais administratifs qui sont plus courts, voire des délais, si les quantités sont plus importantes, un permis d'environnement où là on est dans les délais classiques du permis d'environnement. Tout ceci, vous pouvez les retrouver sur le site de l'IBGE. Alors, avant de clôturer, quelques mots sur les inventaires amiantes. Donc, vous avez l'inventaire classique, c'est un inventaire visuel. Donc ça, c'est un inventaire qui est fait dans le cadre de la protection du travail. C'est une obligation légale, il doit être mis à jour tous les ans pour vérifier s'il y a des évolutions au niveau des applications amiantes. Et puis vous avez les inventaires destructifs qui est obligatoire, donc on va compléter l'inventaire classique par un volet destructif dans le cadre d'un chantier de rénovation ou de démolition, que ce soit à Bruxelles, là c'est clairement repris dans l'arrêté, mais c'est également valable en Flandre ou en région wallonne. Voilà, vous voyez ici un petit schéma qui reprend la structuration et le phasage entre les inventaires classiques et les inventaires destructifs. Avant de se quitter, juste un mot.
Un inventaire classique, on fait toujours une analyse de risque et un plan de gestion. Pourquoi? Parce qu'on ne désamiante pas. On est dans une politique de gestion de risque. Donc, on va simplement voir s'il y a lieu d'intervenir, petite intervention, désamiantage léger, encapsulation ou une protection physique. Quand on est dans le cadre d'une rénovation ou démolition, on ne se pose pas la question si on va laisser l'application en place. Non, on désamiante. Donc là, on doit vraiment aller très loin dans l'inventaire pour faire un inventaire destructif et vraiment pouvoir être certain qu'on n'ait pas de statage, un chantier staté, parce qu'on aurait trouvé en cours de chantier des applications qui ne sont pas répertoriées et donc qui ne sont pas chiffrées. Le volet chantier, malheureusement, je n'ai pas le temps de l'aborder, mais je pense que les slides seront disponibles pour téléchargement si vous voulez la présentation complète, parce que 30 minutes, c'est un peu léger pour aborder tous les aspects. Je vous remercie de votre attention.